Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette rétrospective de la semaine. La RDC et les Émirats Arabes Unis renforcent leurs relations diplomatiques par un accord signé cette semaine entre deux pays. Cet accord est signe du désir de Kinshasa et Abu Dhabi de renforcer leur compréhension mutuelle, leurs relations amicales et la coopération entre leurs peuples. D'ici peu, des ambassadeurs vont être désignés. Toujours durant cette semaine qui s'achève, le Premier ministre a limogé son conseiller technique spécial chargé de la politique et financement des PMI et PME pour vagabondage. Dori Doumbia avait bien avant initié une campagne contre son chef hiérarchique direct Michel Somoué, directeur de cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala. Dori Doumbia se dit soulagé par cette décision car il ne s'attendait pas à autre chose. Et le 2 novembre, le monde a célébré la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instaurée par les Nations Unies suite à l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de Radio France Internationale. En RDC, cette célébration est un rappel aux autorités publiques censées protéger les journalistes. La République démocratique du Congo et les Émirats Arabes Unis ont signé un accord visant à établir des relations diplomatiques entre les deux pays. L'accord a été signé à Abu Dhabi par le Tchèque Abdoulaye bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats Arabes Unis, et son homologue RD congolais, Léonard Tchéo-Kitundu. Cet accord entre Kinshasa et Abu Dhabi souligne le désir de ces deux gouvernements de renforcer la compréhension mutuelle, les relations amicales et la coopération entre leurs peuples. Ce, conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies, aux lois internationales et aux traités relatifs à la paix et à la sécurité mondiale. Ceci implique les valeurs d'égalité, de respect, de souveraineté nationale, d'indépendance et d'intégrité territoriale et non d'ingérence dans les affaires intérieures de l'autre. Selon le communiqué publié à l'issue de la signature de cet accord, des ambassadeurs vont être désignés en début de ce mois de novembre 2017. Sachez aussi que les Émirats Arabes Unis, deuxième économie du Golfe et premiers investisseurs en Afrique, ont promis de venir investir en République démocratique du Congo. Léonard Tchéo-Kitundu a invité son homologue des Émirats Arabes Unis à visiter la RDC, une invitation acceptée selon le tweet du ministre congolais des Affaires étrangères. Le RASOP courant limité se déclare favorable à la tenue des élections en juin 2018, mais cela sans le président Joseph Kabila. Le président de cette plateforme estime que la transition sans le président Kabila est possible parce que c'est la volonté du peuple. Mais qui doit le remplacer? Félix Tshisekedi parle d'une personnalité désignée par consensus après la mise à l'écart du chef de l'État, alors qu'il s'oppose à la tenue d'un troisième dialogue. Le fils d'Etienne Tshisekedi estime cependant que des discussions peuvent avoir lieu que si c'est pour parler des conditions du départ du président Kabila. Pour la majorité présidentielle, Félix Tshisekedi prend des postures radicalistes. Pour son porte-parole, André Alain Atundu, il n'est pas indiqué pour l'intérêt majeur de la démocratie et de la paix sociale en RDC de prendre ces postures radicalistes de circonstance. André Alain Atundu demande au peuple congolais à ne pas suivre les sirènes de mauvais augure dont l'objectif réel bien connu de tous est de créer la violence et le chaos pour prendre le pouvoir en dehors des moyens démocratiques. Le député PPRD Fidèle Likinda est monté au créneau contre les tenants de la thèse d'une transition sans Joseph Kabila Kabongé et les attaques qu'a subi la CENI dans sa sortie médiatique dès ce 1er novembre à Kinshasa. C'est une distraction. Comment cette opposition va faire une transition sans Kabila? Par quel mécanisme? Par un coup d'État? Or, nous avons une constitution que nous devons respecter. Aujourd'hui, le peuple congolais est mature. Il a beaucoup souffert à cause des turpitudes des acteurs politiques. Je demande à la population congolaise d'être impatiente. Les élections, c'est tout un processus. Nous ne voulons pas des élections politiques, mais des élections techniques qui respectent les standards internationaux. On ne veut pas des élections contestées, a-t-il objecté, répondant à Pierre Lumbi, président du Conseil des sages du RASOP limité. Analysant les prises de position de ceux qui s'attaquent à la centrale électorale congolaise, l'élu Dikela explique que toutes les composantes sont au sein de la CENI. Les représentants de l'ARC, du MLC, de l'UNC. Ça sera irresponsable de jeter l'opprobre à une seule famille politique. Nous gérons tous la CENI. Si les gouvernements ont envoyé 250 millions de dollars par an, il faut rappeler que l'équipe de Nangana Kedezon, ceux qui ont géré hier la CENI, n'ont pas de leçons à donner à cette équipe actuelle qui a un bilan. Aujourd'hui, nous tenons vers la fin de l'enrôlement sur toute l'étendue de la
motion de censure contre le Premier ministre Bruno Tshibala est en gestation à l'Assemblée nationale. Déjà une vingtaine de signatures ont été recueillies. Initiée par le député de l'UNC Mbindoulé Mitono Crispin, cette motion porte sur le déficit de réponse du gouvernement Tshibala à la précarité des conditions sociales de la population congolaise. Investi en mai dernier, le Premier ministre est également visé depuis le 6 octobre par une plainte pour haute trahison déposée auprès du procureur général de la République. La dite plainte a été déposée par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC, plateforme qui regroupe notamment le syndicat des écoles conventionnées catholiques, la centrale congolaise du travail CTT et la force agissante. Cette synergie des syndicats reproche au Premier ministre le fait de ne pas respecter les engagements constitutionnels sur la gratuité de l'enseignement, la résorption de tous les enseignants non payés conformément au plan intérimaire de l'éducation dans la période 2010-2016, le calcul de salaire sur base du taux moyen de 1425 francs le dollar américain tel que fixé dans la loi des finances 2017 et puis la signature d'un protocole d'accord en date du 2 septembre 2017 octroyant 30 000 à chaque enseignant non payé sur les 145 000 existants. Le Premier ministre Bruno Tshibala a limogé son conseiller technique spécial en charge de la politique et du financement des PMI et PME, Doris Doumbie. Il est reproché de comportements répréhensibles faisant état de vagabondage, propension à l'anarchie et surtout l'agitation. Pourtant, non encore notifié de sa prise de fonction du conseiller spécial du Premier ministre, Doris Doumbie s'est lancé dans une campagne médiatique pour vilipender le directeur de cabinet du Premier ministre, Michel Somoué, son chef hiérarchique direct, qu'il qualifie d'incompétent. Alors qu'il prévoyait tenir son dernier coup médiatique à travers un point de presse ce jeudi à 10h, le transfuge de l'UDPS, ancien secrétaire national adjoint en charge de la communication, a vu les herbes coupées sous ses pieds. Cependant, Doris Doumbie dit sur les antennes de Top Congo FM s'assumer sur ce qui arrive. J'assume tout ce qui arrive. À refaire, je referai la même chose. Et je peux même vous dire que je suis à la fois soulagé et libéré. Parce que je suis un homme intègre, je fais le choix du peuple à la médiocrité et je n'ai rien à me reprocher de quoi que ce soit. De toute façon, je ne pouvais plus continuer. Bientôt là, je ferai une conférence de presse dans laquelle je détaillerai tout ce qui s'est passé. Je suis tranquille avec ma conscience. Je crois que j'aurai un meilleur pas à faire vis-à-vis de mon peuple, vis-à-vis de ma famille politique. Je pense que les choses sont maintenant claires. Notez que cette correspondance portant révocation de Doris Doumbie comme conseiller technique spécial du Premier ministre ne mentionne nullement la résidence du désormais ancien conseiller, ce qui insinue que ce professeur d'université n'aurait pas signifié à l'administration de la primature son domicile à Kinshasa. Les députés de l'opposition reprennent leur participation aux travaux de l'Assemblée nationale après une grève de l'hémicycle depuis le 10 octobre dernier. À cette date, les députés de l'opposition avaient décidé de suspendre leur participation à tous les travaux de l'Assemblée nationale, déplorant la conduite des débats, notamment en ce qui concerne la problématique du contrôle parlementaire. Le député Toussaint Alonga a dit sur Top Congo FM que ce retour est consécutif au contact eu avec le président Obaminakou. Ce dernier a garanti sur la programmation de la motion de défiance contre le ministre des Affaires étrangères, mais aussi des lois importantes liées au processus électoral qui ne peuvent être discutées sans l'opposition. Toussaint Alonga prévient cependant que leur retour est sous réserve de voir ce qu'ils ont décrié ne pas continuer. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a rencontré Moussa Faki de l'UIA avant la publication imminente du calendrier électoral. C'est le mercredi 1er novembre que le président de la Commission de l'Union africaine a accueilli dans son bureau de travail à Addis Abeba, en Éthiopie, Corneille Nangaa, avec qui il a parlé processus électoral en RDC. D'après le président de la centrale électorale congolaise, les pourparlers ont tourné autour de la publication prochaine du calendrier électoral. Il a rassuré à Moussa Faki que le calendrier sera bel et bien publié. Corneille Nangaa a ainsi sollicité l'appui du président de la Commission de l'Union africaine pour aider à surmonter les nombreux défis qui se présentent.
ce en vue de réussir le processus électoral en cours. Moussa Faki a quant à lui réitéré la disponibilité de l'UIA à accompagner et à soutenir le processus électoral en RDC. Il convient de rappeler que c'est après Bruxelles en Belgique ou Paris en France que Corneille Nangaa s'est rendu à Addis Abeba en Éthiopie pour faire les consultations en ce qui concerne le processus électoral en cours. Sauf changement de dernière minute, c'est ce week-end que la CENI devrait publier les calendriers électoraux. La délégation de la commission justice et paix de la SANCO, conduite par l'abbé Donatien Cholet, s'est entretenue pendant plus de 2 heures avec les responsables de la CENI sur le processus électoral en cours. À l'issue de cette réunion, le président de cette commission de l'Église catholique a précisé que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la solidarité à la CENI qui poursuit sa mission pour la tenue des élections au-delà des difficultés. L'abbé Donatien Cholet plaide aussi pour que ce processus se passe dans la paix et selon l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour le vice-président de la CENI qui annonce le retour ce jeudi du président Corneille Nangaa, d'ici fin semaine, les Congolais iront à l'église avec ce calendrier électoral tant réclamé. Norbert Bassengezi salue ici la visite de ses pères de l'église qui soutiennent la CENI dans sa traditionnelle mission. Il révèle que la CENI, le CNSA et le gouvernement multiplient de réunions conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre pour apprécier le délai pour la tenue des élections dans un climat de paix. La CENI rassure que l'accord sera respecté, surtout que l'opération d'enrôlement dans le Kasaï se poursuit sans trêve malgré les difficultés techniques, logistiques et financières. Norbert Bassengezi a cependant déploré la barbarie enregistrée dans l'espace kassaïen ayant conduit à la mort de 5 agents de la CENI et la destruction de plus de 145 machines électorales et de plus de 149 écoles. Retour au calme dans la ville de Goma au Nord Kivu après les affrontements qui ont opposé des jeunes manifestants à la police nationale congolaise dans les quartiers Majengo et Katoji dans la commune de Karisimbi. Tout a tourné comme sous des roulettes dans cette ville de Goma ce mardi 31 octobre, tranchant avec des violences meurtrières qui ont été enregistrées le lundi 30 octobre suite à l'appel à la ville morte lancé par le collectif des actions de la société civile du Nord Kivu. Ce pour réclamer les élections et exiger la démission volontaire du président Joseph Kabila Kabange avant le 30 novembre 2017. Selon le général de la police, Placide Niembo, qui a effectué une ronde dans les quartiers touchés par ces échauffourées, 28 jeunes manifestants ont été interpellés par la police, parmi lesquels 2 jeunes filles, et ils ont été transférés au bureau P2. Notez que les habitants de la ville de Goma ont vaqué librement et sans inquiétude à leurs occupations ce mardi 31 octobre 2017. Célébration ce 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instituée par les Nations Unies après l'assassinat de 2 journalistes de la RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, à Kidal au Mali. En République démocratique du Congo, au moins 16 journalistes ont été tués entre 2005 et 2016. Pour l'Union nationale de la presse congolaise, cette célébration est une interpellation pour les autorités publiques appelées à protéger les journalistes qui restent des acteurs majeurs au service de la population par le travail d'informer, former et divertir. Nous sommes un pays atypique parce que entre 2005 et 2016, nous avons perdu au moins 16 journalistes. Et jusqu'à ce jour, aucun procès n'est arrivé à terme. Mieux ceux qui sont... Un seul qui a tenté d'être terminé n'a pas pu donner la vérité sur l'assassinat du confrère. C'est-à-dire que nous célébrons cette journée de cette manière-là pour rappeler à nos autorités que le journaliste fait un travail à haut risque et qu'ils ont le devoir de le protéger, de le sécuriser. Et surtout, de sanctionner tous ceux qui nuisent à son intégrité physique parce qu'il a dit une information qui ne plaît pas à celui qui détient un pouvoir et finalement qui l'abuse. Kasonga Chilunde, président de l'UNPC, pense que la dépénalisation de délits de presse serait aussi un moyen de réduire les crimes contre les journalistes. Il appelle cependant les journalistes à faire confiance à l'UNPC. Sachez aussi que depuis le décès de Dupont et Verlan, une bourse en leur mémoire est remise chaque année en Afrique francophone à un jeune journaliste et un jeune technicien de reportage radio. Cette année 2017, ce sont les journalistes de Dakar, au Mali, qui ont été primés en présence de la mère de Ghislaine Dupont, de sa fille, de l'association Les Amis de Ghislaine et Claude, mais aussi
de la présidente directrice générale de France Média Monde qui jusqu'à ce jour veulent connaître la vérité sur ce double assassinat. Je voudrais quand même, avant de partir, savoir. Ça ne me la rendra pas, mais je voudrais savoir. Quand on se pose des questions, on imagine les pires scénarios, les pires. Le fait qu'on ne réponde pas à nos questions nous laisse supposer qu'il y a des choses qui restent à cacher. L'hypothèse d'un lien direct possible entre les négociations pour la libération des otages d'Arlit et les disparitions de Ghislaine et Claude, cette hypothèse, aujourd'hui, elle reste dans nos têtes. J'attends le prochain point d'information du juge qui nous a gardés pendant 3 heures en juin dernier et qui avait avancé, puisqu'on connaît les noms des commanditaires et des gens qui ont commis cet acte odieux. Après, certains sont morts et notre problème, c'est la course contre la montre parce que Kidal est en zone de guerre. Et comment récupérer, comment lancer un mandat d'arrestation et comment récupérer ces personnes. Mais le juge n'a absolument pas renoncé à ça et l'association non plus et RFI non plus. Donc pour nous, la justice sera faite. Cependant, l'enquête sur l'assassinat au Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, 2 journalistes de Radio France Internationale, piétine, bien que le nom de commanditaire et les exécutants de cet acte odieux. La société congolaise d'aviation Congo Airways compte améliorer ses services en transportant 266 passagers d'ici la fin de l'année 2017, comme l'a relevé Désiré Balaziré, directeur général de Congo Airways, le samedi 28 octobre. Il a fait cette déclaration en marge du 2e anniversaire du lancement de vols domestiques de cette compagnie. Durant ces 10 ans, la société a fonctionné avec 4 avions, dont 2 bombardiers Ki-400 et 2 Airbus A320. Mais la compagnie compte avoir 2 avions en location, à en croire Désiré Balaziré. Congo Airways, une compagnie créée par l'État congolais en août 2017, dessert 12 villes à travers la République démocratique du Congo. D'après son DG, l'ambition de sa compagnie est d'élargir les trafics, non seulement sur d'autres villes de la RDC, mais aussi sur les réseaux africains et intercontinentaux. Notez en plus que Congo Airways, qui emploie 330 agents, a comme partenaire le FPI, la SCTP, la RVA, l'INSS, le GFREM, la G-Cabine et l'État congolais. Congo Airways travaille avec un capital de 117 millions de dollars américains. Lutter contre la délinquance juvénile en créant des emplois, c'est le but d'un atelier de formation organisé par l'ASBEL Oui Jeunesse en partenariat avec le ministère de la formation professionnelle et l'ONG International Training Center le samedi 28 octobre à Kinshasa. D'après le ministre de la formation professionnelle, métiers et artisanat, Pierrot Koueka, cette formation et tant d'autres avenirs préparent déjà les jeunes à s'autoprendre en charge, objectif que son ministère s'attelle à concrétiser dans le cadre de la vision du chef de l'État. Le message, l'opinion d'abord attend de cette réflexion une disposition que nous allons prendre ensemble pour l'encadrement de la jeunesse. Cette disposition, comme je venais de dire, c'est l'unique réponse, la formation professionnelle technique de la jeunesse. Donc nous allons créer de la formation, de l'apprentissage. Nous avons déjà fait hier, nous avons signé avec une maison allemande pour la formation de la jeunesse. Bientôt, nous sommes en train de courir par-ci par-là pour que nous puissions construire une école nationale de la formation professionnelle qui pourra rassembler tous les jeunes. Cette fois-là, pas nécessairement pour autant de mois, même pour 2 mois, on forme un plombier, pour 2 mois, on forme, je ne sais pas, un savetier. Donc, comme ça, on va former tout le monde. Et ça pourra apporter une réponse à cette délinquance-là. On pourra, comme ça, supprimer la délinquance chez nous. Et c'est que je demanderai aux jeunes gens que chacun puisse trouver un métier à faire. Il n'y a pas de saut métier, mais on dit qu'il n'y a que des sauts gens. N'importe quoi, pourvu qu'on vous forme pendant 2-3 mois, et puis vous avez un métier. Pour Innocente Bakanseka, ministre provincial en charge des santé, genre et famille de la province du Kasaï central, en tant que maire, son soutien à la jeunesse ne peut consister qu'à la former à prendre conscience qu'elle peut avoir un emploi sans passer par la délinquance. Ce qui m'a attiré, c'est d'abord le fait de voir que les jeunes de notre pays sont eux-mêmes conscients des défis auxquels ils sont confrontés dans l'environnement de non-emploi, du chômage
et qu'ils veulent s'en sortir. Et puisqu'ils m'ont demandé de partager avec eux mon expérience, j'ai trouvé que c'était une bonne chose, une bonne idée de pouvoir me mettre à leur disposition pour faire ce partage. Donc voilà, c'est important parce que ce sont eux-mêmes qui ont pris l'initiative de se mettre debout, de bouger pour chercher, et je suis leur maman, donc prête à ouvrir mon cœur pour partager avec eux. Déborah Capen, conseillère juridique et politique de l'ASBEL Oui Jeunesse et bénéficiaire de la formation, s'est dite satisfaite après cette formation. Elle demande par ailleurs aux instances de Oui Jeunesse de les soutenir dans la lutte contre la délinquance juvénile. Pour améliorer la vie de la jeunesse, il faut avoir d'abord la conscience, la confiance en soi, et pour réussir dans la vie, il faut essayer petit à petit, parce que la réussite, ça ne vient pas comme ça. La réussite, il faut améliorer petit à petit, et là, vous allez réussir plus tard. Je demanderai de notre doyen Yvan Ramazani. Le jury sera là. On doit parler avec lui pour comment on peut améliorer des choses, on peut évoluer les choses, de voir autre chose et visionner de grands projets pour la jeunesse. C'est bien dire, mais c'est vraiment difficile à le pratiquer. Mais à travers notre doyen, Yvan Ramazan, il va nous aider à améliorer des choses et de voir autre chose, de raisonner autre chose comme avant. Oui Jeunesse n'est pas à sa première formation pour l'encadrement de la jeunesse de la RDC. Elle compte faire plus avec les partenaires gouvernementaux. Question d'éloigner les jeunes de la délinquance afin qu'ils s'autoprennent en charge. Le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a été réélu avec plus de 98% de voix lors du nouveau scrutin qui s'est tenu jeudi dernier. C'est le lundi 30 octobre que la commission électorale kenyane a proclamé ce résultat. Cette nouvelle élection boycottée par le principal opposant Raila Odinga a été libre, équitable et crédible selon l'IBC. Mais la participation n'a atteint que 38,84% de 19,6 millions d'électeurs inscrits, a précisé la commission électorale kenyane. L'élu Uhuru Kenyatta a estimé que sa victoire était une nouvelle confirmation de la volonté du peuple. Il a fait référence à sa réélection au scrutin du 8 août dernier qui a été ensuite invalidé par la justice. Il a dit s'attendre à ce que ce résultat soit à nouveau contesté, mais a promis de respecter le cadre légal. Du côté opposition, la réaction se fait toujours attendre. À titre de comparaison, 80% des inscrits avaient pris part à l'élection du 8 août dernier, remportée par Uhuru Kenyatta face à Raila Odinga. Cette élection avait été annulée par la Cour suprême qu'il avait considérée comme non crédible. 23 joueurs ont été retenus par Jean-Florent Ibenge dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 face à la Guinée. C'est au cours d'un point de presse tenu lundi 30 octobre au siège de la Fédération congolaise de football association que le patron du staff technique des Léopards seniors a rendu public cette liste. Les 23 Léopards sélectionnés en vue du prochain match de la RDC face au Sili national de la Guinée le 11 novembre à Kinshasa ont une obligation de remporter ce match. Bien que leur destin ne soit plus entre leurs mains, les Congolais aborderont cette rencontre avec tous les sérieux pour sauver l'honneur. Parmi les joueurs retenus, on remarque le retour de Nikes Koudimbana, mais surtout l'absence de l'international congolais Cédric Bakambu. Ce dernier, a expliqué Florent Ibenge, est suspendu au niveau de son club pour avoir écopé de 2 cartons jaunes. Leima Tampi, Joël Kasumba et Koudimbana sont retenus comme gardiens. La défense sera assurée par Tisserand, Luindama, Moke, Ntsakala, Gonda, Isama, Koufo et Gabriel Zakwani. Sont retenus comme milieu de terrain Rémi Moulumba, Mbemba Chancel, Poku, Magoma, Kebano, Lema et Gaël Kakuta. L'attaque sera composée de Bolingi, Moubele, Akolo, Kabananga et Jordan Botaka. Pour gagner le Sili national de la Guinée, lors de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018, les Léopards ne vont pas jouer des matchs amicaux avec les équipes locales, a précisé. Cédric Bakambu et Junior Kabananga ont été nominés pour l'édition 2017 de la CAF Awards.
Un prix qui est donné aux meilleurs joueurs africains évoluant en Europe et sur les continents africains. Les joueurs congolais de Villarreal en division 1 d'Espagne, Cédric Bakambu, et d'Astana en division 1 de Kazakhstan, Junior Kabananga, font partie des 30 joueurs africains évoluant sur le vieux continent. Tous sont en course pour succéder à l'Algérien de Leicester, Riyad Mahrez, joueur africain de l'année 2016. La Confédération africaine de football, qui a publié cette liste, a annoncé que le lauréat sera connu le 4 janvier 2018 lors de la soirée de gala qu'elle organisera à Accra au Ghana. Par ailleurs, Ben Malango du tout-puissant Mazembe et Tagui Agiti et Tekama de V-Club sont nominés dans la catégorie des joueurs de l'année basés en Afrique. Notez que seuls les sélectionnaires nationaux de 54 associations membres de la CAF, les membres de la commission technique et du développement et un panel des experts médias et consultants TV sont appelés à voter pour les choix d'un lauréat de la CAF Awards. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres du journal rétrospectif de cette semaine. La RDC et les Émirats Arabes Unis renforcent leurs relations diplomatiques par un accord signé cette semaine entre deux pays. Cet accord est signe du désir de Kinshasa et Abu Dhabi de renforcer leur compréhension mutuelle, leurs relations amicales et la coopération entre leurs peuples. D'ici peu, des ambassadeurs vont être désignés. Toujours durant cette semaine qui s'achève, le Premier ministre a limogé son conseiller technique spécial chargé de la politique et financement des PME et PME pour vagabondage. Dori Doumbia avait bien avant initié une campagne contre son chef hiérarchique direct Michel Somoué, directeur de cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala. Dori Doumbia se dit soulagé par cette décision car il ne s'attendait pas à autre chose. Et le 2 novembre, le monde a célébré la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Une journée instaurée par les Nations Unies suite à l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de Radio France Internationale. En RDC, cette célébration est un rappel aux autorités publiques censées protéger les journalistes. Ainsi se termine cette rétrospective. Merci de votre attention et excellent week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est à nouveau dans vos bacs avec son édition de la rentrée et ses rubriques diversifiées. Coopération et diplomatie, 8 nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC, l'Union africaine au front contre l'Union européenne. Séjour du chef de l'État aux Nations Unies, Joseph Kabila, très sollicité, étrange, le processus électoral est fixe et irréversible. La une du Congo Panorama est consacrée à l'armée. Réforme de l'armée, le FRDC en puissance. Votre magazine revient aussi bien sur le monument aux soldats congolais qu'à l'inauguration de l'académie militaire ainsi qu'aux différentes sortes de régiments et bataillons après leur formation. Économie et finances, découvrez nos articles sur la réforme fiscale en RDC, l'évaluation de la feuille de route du FPI, les performances de la SONAS au premier semestre 2017. En société, Maman Olive Lembe revient au chevet des enfants malades. Il est sur tous les fronts. Éditorial signé Yvon Ramazani. L'éditorialiste révisite les actions du chef de l'État qui aura joué aux démineurs aussi bien sur le plan de l'économie que de la sécurité, la politique, la réconciliation au Kasaï. Congo Panorama, c'est également une édition surprise spéciale Congo Central, une province qui se modernise. Découvrez les investissements et innovations comme le nouveau bâtiment du gouvernorat. Découvrez également l'interview bilan du gouverneur Jacques Mbadou et cet éditorial qui lui est dédié par Yvon Ramazani. Il a osé. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.